Auquel nous allons nous livrer avec Maria Koleva. Cet exercice répond à une commande des Amis de Prosper, qui sont quelques-uns, qui sont très décidés à répandre l'idée, l'urgence d'abolir une économie qui fonctionne sur l'obligation de faire des profits monétaires, et pour faire bonne mesure, nous sommes bien décidés à répandre l'idée d'abolir l'argent. Alors, il faut évidemment dire aussi d'où nous venons, qu'est-ce qui nous a pris d'avancer des idées pareilles, et alors nous expliquer sur leur faisabilité. Les Amis de Prosper m'ont demandé, puisque j'ai fondé Prosper, ils m'ont demandé de répondre à des questions de base auxquelles ils sont eux-mêmes confrontés tous les jours. Alors j'ai accepté, et dans l'urgence, je veux bien être le premier à le faire, et le seul. J'étais à Paris, Maria était libre, et j'étais donc tout seul à pouvoir répondre, je n'ai pas vraiment organisé les choses. Dans quelques mois, j'espère que d'autres prendront d'ici quelques mois, j'espère que d'autres prendront le relais et poseront de nouvelles questions, et ils y répondront avec leur sensibilité et la façon dont ils peuvent se sentir concernés. La première question, c'est la revue Prosper, à quoi ça sert? Pourquoi faire? Alors, ça sert à interpeller les usagers, vous, moi, sur la maîtrise qu'ils ont de leurs usages. Depuis le début, la revue, sur sa première page, en bandeau, il y a écrit « pour la maîtrise de leurs usages par les usagers ». Alors, il y a deux mots importants là-dedans. Le premier, c'est usage, les usages auxquels nous avons été éduqués, tout petits, les usages que nous avons à transmettre, les usages des choses que nous aimons faire, et la consommation, par exemple, production, toutes ces choses-là. Et quelle maîtrise nous en avons? Ça veut dire, parce qu'il ne suffit pas de dire c'est bien, c'est mal, ou de se régler sur les usages existants. Il faut encore avoir suffisamment de recul pour les maîtriser. Alors, cette maîtrise, on peut l'aborder de deux façons, ou bien sous une forme politique, ou bien sous une forme morale. Alors, je commence par la forme morale. Pendant très longtemps, comme je m'occupais d'enfants inadaptés, de cas sociaux, j'ai été amené à leur dire, vous ne faites pas avoir les enfants, vous ne faites pas prendre par les publicités, ça vous coûte, les choses coûteront plus cher pour vous que pour les autres, étant donné que vous aurez moins de sous pour les acheter, moins de facilité pour acheter la qualité, etc. Alors, j'en faisais un peu de morale, c'était une petite morale, bon, semi-économique, ça n'allait pas beaucoup plus loin, quoique je ne veux pas dire que ce soit inutile, le travail de 50 millions de consommateurs. Je n'avais pas d'autre façon de passer au-delà que de leur dire faites attention, c'est-à-dire ce que nous faisons tous. Il a fallu que j'attende le distributisme, de découvrir le distributisme pour dépasser ce genre d'approche et me dire ah oui, attention, maintenant, il ne s'agit plus d'être individuellement responsable de nos usages, mais on va pouvoir l'être collectivement, en tout cas, pour reprendre à l'époque les termes qui sont d'ailleurs toujours continués, démocratiquement. Alors, deuxième question, pour expliquer le distributisme, comment vous faites? C'est un modèle économique sans profit monétaire. C'est une façon de donner accès à tous aux fruits du travail sans être obligé de passer par des profits. Alors, il y a deux versions. Il y a une version avec monnaie et une version sans monnaie. Rapidement, la version avec monnaie. Vous chiffrez les produits et services existants mis sur le marché, on va dire, pendant une certaine période. Vous chiffrez, vous faites le total et vous donnez la somme aux usagers. À charge pour eux de le renouveler, cette fois selon
leurs usages à eux, rapidement on dira pour leurs besoins, selon leurs usages à eux, et non plus selon les besoins qu'en a le marché pour faire des profits monétaires. Avantage de ce système, tout ce qui est produit peut être acheté, donc on n'est pas obligé de surproduire, et du fait de la monnaie particulière qui est employée, je vais vous expliquer maintenant, il n'y a pas de risque d'inflation. Cette monnaie, c'est une monnaie qui est anticapitaliste par construction. Pourquoi? Parce que, premièrement, elle est émise d'un trait de plume comme la nôtre, mais sans intérêt. La deuxième, c'est que cette monnaie, elle s'annule au moment du passage en caisse. Elle ne sert qu'une fois. Alors, il n'y a pas, à ce moment-là, de risque d'inflation. Comment ça? Ces deux choses sont évidemment éminemment intéressantes. Bon, je n'insiste pas trop sur cette monnaie distributive, puisque le but est pour nous même de se passer de cette monnaie-là. Alors quand on nous demande comment est-ce qu'on fait pour l'annuler, c'est tout simple, elle a été émise d'un trait de plume, on peut l'annuler également d'un trait de plume. Pendant tout le temps qu'elle aura servi, on aura chiffré avec, on verra au moment où on l'annule, ou du passage en caisse, que tant d'argent a été consacré à acheter des pots de yaourt, à des chaussettes, à ceci ou à cela. Et ça sert à vérifier, à tenir une comptabilité, mais pas plus à ce moment-là que les chiffres qui servent pour tenir des stocks. Alors, maintenant, comment on fait pour passer au distributisme numéro 2, c'est-à-dire pour abolir l'argent? Nous allons y revenir certainement un peu plus tard. Alors, la question suivante, c'est, pendant 4 à 5 ans, vous êtes tenu à la première version du distributisme, donc avec monnaie. Pourquoi est-ce que vous êtes passé à la deuxième? Alors, d'abord, je ne suis pas vraiment entièrement tenu, dès le départ, à cette première version. Dès le départ, il y avait quelque chose qui m'embêtait, c'était la notion de service social. Il y avait deux notions. La première, c'était la monnaie. On n'arrêtait pas de me bassiner avec la monnaie. La monnaie, c'était vraiment très, très difficile à comprendre. Et il fallait comprendre, il me ramenait à toute l'histoire de la création monétaire. C'était casse-pied comme tout. Et le plus important, c'était, comment dire, dérisoire pour moi, c'était le service social. L'idée de se trouver enrégimenté, comme l'avait pensé Beldamy dans son livre, 100 ans après, où il prévoit justement, c'est la société distributiste, avec des régiments d'hommes d'un côté, des régiments de femmes de l'autre, d'être obligé à un service social, ça me semblait tout à fait impossible et suffisant, en tout cas pour ne pas valoir la peine d'aller plus loin, où ça valait juste d'être raconté comme un moment d'histoire, mais ça nous ramenait par trop au soviétisme. D'autant plus qu'il y avait une deuxième chose qui était le plan. Alors, qui allait décider du plan? On faisait le coup de le décider démocratiquement. On n'a que ça à proposer, une décision démocratique. Alors, ça veut dire qu'il y a donc des gens là-haut qui décident d'avance de ce qui sera bon de produire, de ce qui ne faudra pas produire, et donc qui sont opposés les uns aux autres, et vous allez avoir des gagnants, des perdants, des gens qui seront battus aux élections, et à chaque fois, il n'y a pas un suivi permanent des opérations. Les gens qui sont élus, ils vont jusqu'au bout de leur programme. Quand ils voient que ça va mal, ils le cachent et ils refilent le bébé au suivant. Bon, toute cette question-là, ça remet en cause, mais au-delà du distributisme qu'on nous proposait, avec cette version démocratique qui semble à tous normale, ça me semblait nous mener directement au soviétisme avec un parti central qui déciderait du plan et
de ce que devraient faire les usagers quasiment à la naissance en fonction de ce qu'ils devraient faire. Alors, l'abolir la monnaie, ça permet de lever, à mon sens, ces deux hypothèses, et surtout, et nous allons y revenir certainement, je ne vais pas pouvoir m'empêcher d'en parler, de passer de l'idée d'entreprise à l'idée d'expérience. C'est-à-dire que la notion d'entreprise elle-même, tout ce que nous entreprenons, nous en faisons l'expérience sans vérité, sans, comment dire, sans y attacher d'autres valeurs que ça nous convient, ça correspond aux usages que nous avons envie de promouvoir, quel usage ça nous fait, et est-ce que c'est susceptible de coïncider avec l'environnement. Alors, quatrième question, qu'est-ce qui vous fait croire qu'une économie sans argent est possible? Alors là, c'est une expérience que tout le monde peut faire. En fait, vous allez à la caisse, vous entendez bip bip, bip bip. Tant pis pour les oreilles de la caissière, elle entend ça toute la journée. Qu'est-ce qui se passe quand sa petite machine, elle fait bip? Il y a deux circuits qui sont mis en marche. Le premier, circuit des prix. Nous, on voit que ça. Il y a celui qui intéresse le commerçant, celui de renouvellement des fournitures. Alors, imaginons, 5 minutes, que tout à coup, le circuit des prix ne fonctionne plus. Est-ce que ça va empêcher le commerçant de se retourner sur ses fournisseurs en leur disant bah, vous savez, tous les pots de yaourt sont partis, toutes les chaussettes sont parties, il faudra me renouveler ça. Alors, les fournisseurs en amont vont demander à leurs propres fournisseurs eh bon, on n'a pas reçu l'argent, mais je vous paierai plus tard. Et en amont, ils vont renouveler les produits dont on a besoin. Mais observez qu'aujourd'hui, c'est très souvent que la chaîne elle est rompue. Et elle est rompue pourquoi? Non pas parce qu'on n'a pas les fournitures, mais pour ça n'a pas de quoi les payer. Et donc, l'argent qui nous permet d'accéder aux choses, cet argent, il nous en empêche, et c'est devenu l'obstacle économique numéro 1. Sans parler, alors, bon, tout ce qu'on connaît aujourd'hui, des dettes, etc. Alors là, je vous parle de l'économie réelle, et pour dire que l'argent fait obstacle à l'accès que nous avons aux fruits de notre travail, et aussi bien pour reproduire les choses dont nous avons l'usage. Question, comment assurez-vous la transition? Je viens déjà un petit peu d'en parler. Et il y a donc deux réponses à apporter au plan des techniques, qui sont celles de l'informatisation. Alors là, je suis obligé de parler des banques de données. Récemment, j'ai été invité à Évry. Il y avait, à la faculté d'Évry, il faisait un colloque sur les banques de l'avenir. Je me suis présenté avec l'idée des banques sans monnaie, on m'a accepté et j'ai pu exposer comment pourraient fonctionner les banques de l'avenir, des banques qui permettaient d'avoir accès aux ressources et de permettre la distribution raisonnée de ces ressources. Alors, les choses sont en train de se régler petit à petit. C'est déjà en marche. Aujourd'hui déjà, tous les entrepreneurs tiennent leur stock, non pas sur du papier, d'une manière informatique. Deuxièmement, les comptables ont tendance forcément à uniformiser ces gestions. Et troisièmement, le fisc, il a envie d'y voir clair et il pousse lui-même à uniformiser la façon dont les données sont présentées. Alors, imaginez une banque de données, pour illustrer, on va dire, vous êtes des copains, vous avez l'idée de faire ceci, cela, ou de modifier un tel mode de production, vous allez à la banque de données, mais bon, vous
pourrait faire ça dans notre bureau maintenant avec les engins que nous avons. La banque de données, elle est consultable sur notre ordinateur, comme la Bibliothèque de France, on connaît tous ces bouquins. Vous pianotez votre projet, et là on vous dira s'il y a des ressources, et combien il y en a, et la banque elle-même calculera des seuils de renouvelabilité, c'est-à-dire jusqu'où on peut aller pendant une telle période en fonction des usages qui sont faits de tels produits, de telles fournitures en amont. Alors, un premier point, la banque de données pourra également, on a les moyens de faire ça aujourd'hui, quand on se met à surveiller la clientèle, c'est bien plus compliqué, le flux des achats des clients, c'est bien plus compliqué. Elle pourra opérer des croisements pour savoir où sont les doubles emplois. Par exemple, si ça se fait dans un espace proche, plus lointain, ça se fait déjà, si ça, il pourra nous faire l'historique aussi des succès, puisqu'il n'y a plus de concurrence monétaire, on n'a plus rien à cacher, et donc les succès, les erreurs, et au moment où nous consultons nous faisons notre projet, nous sommes enrichis par les succès, les erreurs de ce qui s'est fait dans la même gamme. Troisièmement, on nous dira aussi les brevets qui sont disponibles, ils sont plus payants, donc ils ne peuvent plus être gelés par les entreprises qui les achètent longtemps à l'avance pour ne pas qu'on leur fasse des enfants dans le dos. Et de cette manière-là, nous pourrons boucler un projet le plus cohérent possible et la banque nous dira c'est faisable, c'est pas faisable, etc. La décision nous appartient et ensuite elle est lancée à titre d'expérience et les gens qui l'expérimentent, n'étant pas délégués élus, je dirais, pour le faire, ils le prennent sur leur responsabilité entièrement. Tout le monde peut intervenir à tout moment pour dire ça marche pas, et s'il y a un échec, si les usagers ne sont pas contents, ils peuvent le dire, ça remonte continuellement. C'est ce qui se fait d'ailleurs aujourd'hui, mais ça se fait lentement par le canal de l'argent et du coup vous avez des ruines, des bassins entiers qui sont ruinés parce qu'on n'en a plus l'usage, on n'a plus que faire, la mode elle a changé, etc., etc. Alors, votre question, comment présenter succinctement les avantages de ce que nous proposons par rapport au système actuel? Alors, il faut revenir toujours à la base, le distributisme, c'est une économie sans profit monétaire. Donc, ça nous libère de l'obligation de faire des profits monétaires à n'importe quel prix social et environnemental pour disposer des choses dont nous avons l'usage. Ça nous libère de ces considérations de bilan qui font qu'une entreprise qui pourtant offre de très bons produits, elle est condamnée parce que ses comptes sont dans le rouge ou dans le noir. Ça permet de relocaliser les économies et donc de tirer parti des ressources qui ont été négligées, abandonnées pour des raisons de concurrence et parce que les prix n'arrêtaient pas de se baisser. C'est pas la peine de faire des salades chez soi puisqu'elles étaient vendues moins cher en venant du Kenya. J'exagère à peine. C'est moindre coût pour la planète, ça je vais pas insister dessus. Ça conduit, ça il faut insister là-dessus, à de nouvelles solidarités entre les usagers, entre les régions, entre les peuples, de telle sorte que tout le monde puisse communiquer avec tout le monde, aussi bien sur les choses, se comparer, mais sans esprit de concurrence. Ça, vous réussirez bien à le développer. Alors, j'étais hier
à la Bastille, et il était question, évidemment, il y avait les indignés espagnols qui étaient là, et qui, autour, on parlait, oui, mais par quel rapport de force créer pour arriver à démolir le système ou créer autre chose. Ils n'ont pas actuellement personne sur le marché politique, si j'ose dire. Personne n'a rien à proposer de nouveau. On nous écrit des pièces, il y avait quelqu'un qui nous écrit une pièce de théâtre, très bien fait, ça démolit tout, vraiment, Giscard, M. Sarkozy en prend pour son grade, les députés en prennent pour leur grade, les conseillers, tout ça, et ils sont très très ridiculisés, mais la pièce se termine, il y a des cris dans les rues. Mais qu'est-ce qu'on a proposé justement aux gens quand ils seront dans les rues et qu'on n'a pas de nouveau du tout de modèle. Et moi, l'idée m'est venue, on était place de la Bastille, et à l'époque, il y avait eu une idée qui était abolir la féodalité. Aujourd'hui, on pourrait prendre ce mot d'ordre, abolir l'argent, qui est la source actuelle de toutes les féodalités. C'est là-dessus, je crois qu'il faut que nous travaillions beaucoup. Alors, il y a aussi des questions comme cette recherche permanente, recherche tous azimuts sur la raison d'être la raison de faire plutôt, la raison de faire ce que nous faisons, la raison des usages auxquels nous émargeons et dont nous devons à la fois être, comment dire, distanciés, mais aussi, dans certains cas, très fiers. Il n'y a aucune raison d'avoir honte des usages dont nous avons hérité, mais il n'y a pas non plus de raison nous allions revenir certainement par la suite avec des questions qui sont relatives à l'usologie. Alors, j'ai bien repéré la suite des questions, il y a des objections. Première objection qui arrive, forcément, et si les gens ne veulent rien faire? Alors, on pourrait toujours répondre par l'absurde, tant mieux, tant mieux s'ils veulent rien faire, comme ça, ils pourront se rendre compte de ce dont ils ont vraiment l'usage. Comme quand ça veut de rien faire, ça crée une situation un peu comme au moment d'une guerre, il n'y a plus rien, et qu'est-ce qui est véritablement nécessaire? De toute façon, ce sera très difficile de rester sans rien faire, parce que, à supposer qu'ils fassent tout de suite uniquement ce qu'ils aiment faire, il y aura un moment où les ressources pour le faire vont manquer, et il faudra renouveler l'informatique, il faudra renouveler les livres même pour ranger les tables, j'imagine des choses comme cela, il faudra les fabriquer, il faudra bien qu'ils se prennent par la main pour les faire. Donc, ça donnera l'occasion de se retourner sur des opérations. C'est un peu absurde, c'est un peu poussé ce que je dis là, ça me semble pas des questions sérieuses, ça. Les gens voudront rien faire. Mais si vous regardez aujourd'hui, on n'arrête pas de s'occuper. En vacances, plus on est en vacances, plus on s'occupe. Je dis souvent aux gens, ne prenez pas votre retraite parce que vous serez débordé d'activités encore plus que quand vous alliez travailler. Regardez la quantité d'associations 1901 qui se créent tous les jours. Donc, on ne risque pas de rien faire. Sauf que cette question est un peu scandaleuse. Elle table sur la paresse humaine. Et si nous étions dans un monde, si ce qui nous entoure ne pourrait pas exister s'il avait été le fruit de la paresse humaine. Autre objection, les gens vont tous se précipiter pour prendre. Accaparer voilà. Alors, vous observerez quand même ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'il arrive que ça manque. Il arrive que des choses manquent. Et pour quelle raison est-ce qu'elles manquent? Je disais tout à l'heure qu'elles peuvent avoir manqué parce que les entrepreneurs n'avaient plus de sous pour le fournir, ça faisait pas assez de profit. Les choses peuvent également manquer.
choses peuvent également manquer parce que, bon, on n'a pas l'argent, et il arrive aussi du fait qu'il y a un bruit qui court, qu'il va manquer quelque chose. On est dans une société où il y a de l'argent, mais il suffit de dire, vous savez, ça va augmenter pour que tout à coup on ne trouve plus de farine parce qu'il y allait y avoir une crise frumentaire, une crise alimentaire, etc. Alors, il y a deux questions, il y a deux réponses à apporter là-dessus. Comment ça va se passer, par exemple, dans un supermarché? Je vais au supermarché, comment je fais pour faire mes courses? Une question que tout le monde se pose. Alors, on peut penser à la surveillance des personnes, une surveillance individuelle. Alors, chacun aurait une carte de dépenses, n'est-ce pas? Et là-dessus s'inscrirait. C'est une première idée qu'on avait émise à Prosper dans la revue, je ne sais pas, dans le numéro 16 ou 17, qu'il y aurait des cartes qui n'ont pas comme des cartes de crédit qui se videraient, mais qui se rempliraient de ce que l'on a acheté. C'est-à-dire que figurerait sur la carte, vous avez pris tant de kilos de ceci, tant de livres de cela, des paquets de ceci, des paquets de cela. Ça s'ajouterait, et donc, en amont, on aurait donc ça permettrait de faire un relevé de ce qui est sorti. Mais cette carte, nous avions bien précisé dès le début qu'elle était anonyme. C'est-à-dire, on pouvait, à la limite, vous la distribuer à l'entrée du magasin, et au cours s'il manquait, à un moment ou à un autre, sur cette carte, on ne pouvait plus en prendre, vous demandiez à la personne à côté, est-ce que sur ta carte, je peux en prendre? Lui, il n'en a pas l'usage. Il vous dit, bah oui, prenez. Ce qui nous importe, c'est de surveiller d'une manière complète le renouvellement des produits et services dont les usagers ont l'usage, ils consomment en termes rapides. Alors, ça, c'est des questions qui peuvent être réglées. Je pense que, évidemment, le diable est dans les détails, mais il va y avoir... moi, je fais confiance à l'imagination qui prendra le pouvoir à ce moment-là. Une objection, encore. Et pour le logement. Alors là, il y a deux réponses à apporter. Au niveau de la propriété, au niveau de la responsabilité. Alors je vous fais remarquer qu'aujourd'hui, pour la question de logement, on n'a pas de logement. Pourquoi? Où ça manque, où on est très, très gêné avec ces questions. C'est pour la question de profit monétaire. Comment dire, on ne construit pas parce que les gens n'ont pas les ronds pour acheter. Alors il faut des crédits, etc. pour pas de faire des... Ou alors pour louer, ils sont... Bon, les locataires ensuite n'arrêtent pas de se plaindre parce que les propriétaires n'ont pas les ronds pour renouveler et comment dire, l'immobilier s'effondre petit à petit parce que on n'a pas d'argent pour pallier aux défauts de ceci, de cela. Alors, au plan de la... Comment dire, au plan de la fourniture même du logement, on voit bien qu'une économie qui est fondée sur les profits monétaires, cette économie est incapable de nous fournir les logements dont nous avons besoin. Elle est incapable de calculer des logements qui soient, je dirais, valables pour tous, c'est-à-dire là, les logements de luxe, il y a les logements pour les prolétaires, et déjà, ensuite, elle est incapable de renouveler le parc locatif de telle sorte qu'il soit à jour. Alors déjà, vous voyez qu'il y a une impasse au niveau, rien qu'à cause de l'économie des profits. Alors ensuite, passons maintenant dans une économie sans profit monétaire. Avez-vous besoin d'être propriétaire de votre logement? Non, puisque déjà, il y a beaucoup de locataires de leur logement. Mais une fois que vous êtes locataire, logé quelque part, vous êtes responsable de votre logement. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous êtes responsable de votre logement en tant que locataire. Mais en tant que locataire, du fait que vous êtes soumis à l'argent, vous ne pouvez pas faire toujours en temps utile, vous attendez que le propriétaire fasse les... Là,
comme vous serez responsable de votre logement, vous pourrez faire avec les autres locataires une association en disant bon, on a besoin de ceci en ce moment, les tuyaux de ceci, les tuyaux fonctionnent mal, les adductions d'eau, bon, on peut, toutes ces choses peuvent être prises en charge par les usagers qui se porteront à ce moment-là profondément responsables de leur logement. Il y a une petite addition là, dans un coin, j'ai vu, et quelqu'un qui est propriétaire, qui est possesseur d'un château, comment on fait? Alors l'idée, c'est pas de l'évicter de son château, de les faire vider. C'est au contraire de trouver admirable qu'ils vivent dans un château à notre époque, parce que bon, il faut supporter les grandes pièces, etc. Bon, alors je pense que il sera responsable, il sera déclaré responsable de son château, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus tenir la chose, mais il n'y a pas de raison qu'il ne porte pas la responsabilité de son château pour l'entretenir, enfin on ne dira plus son château, puisqu'il le tient si on veut, mais le côté ma propriété s'efface un peu. Ça s'efface déjà, par exemple, on voit en Angleterre les châteaux loués pour être visités, etc. Bon, bref, le propriétaire passé, le responsable nouveau du château, fera donc tout ce qu'il faut pour sauver cet objet qui fait partie du patrimoine national. Il n'y a pas de raison qu'il soit perdu. Et il pourra même s'associer à d'autres personnes pour faire des cabanes dans son château, des cabanes qui seront faciles à chauffer, comme dans les greniers. Donc je vois très bien une concurrence de cabanes, des tas de petites entreprises, d'innovation de cabanes qui font une nouvelle mode. Je fantasme un peu, mais il faut quand même avoir l'esprit à ça. Alors, une autre question. Et si je veux une voiture? Alors là, pareil, on retrouve la propriété et l'usage. Vous avez l'usage d'une voiture, bien sûr, parce que cet usage est avéré. Mais déjà, quand nous avons l'usage d'une voiture, quand nous sommes en vacances, nous louons souvent une voiture. Bon, nous n'en sommes pas propriétaires. Ça nous convient très bien d'avoir l'usage et de l'avoir loué. Là, il n'y a pas de raison qu'on vous refuse l'usage d'une automobile et du partage de cette automobile à plusieurs. Bon, et dans la mesure, alors, il va se passer en supposant que vous ayez plus souvent qu'un autre, que vous ayez l'usage. Bon, il se passera la même chose que dans les entreprises de camionneurs. Vous savez, chacun a l'habitude d'avoir son camion. Et comme il connaît bien son camion, il surveille mieux qu'un autre ce camion et il peut faire remonter au responsable, au garagiste, au mécanicien, les pannes qui risquent de venir. Ça peut se faire également, ça, pour le parc à voitures qui est disponible dans une certaine communauté. Les gens n'étant plus propriétaires de leur automobile seront, très attentifs à l'état des machines et ils pourront signaler à ceux qui ont la vocation pour mettre les mains dans ce genre d'objet, signaler les défauts et comment mieux organiser ces choses-là. Voilà. Alors, revenons à la maîtrise d'usage. Comment présenter la notion d'usage? Donne des exemples. Bon. Alors, d'abord, il faut rappeler qu'il y a des contraintes de base et que ces contraintes, elles sont transformées, elles sont interprétées sous forme d'usage. Tout petit, sous forme de toute la vie, on est éduqué à absorber, choisir des façons de faire qui nous aident à être plus performants, plus heureux, plus équilibrés, à rentrer en relation avec les autres, la façon de dire bonjour, de respirer, de s'asseoir sur une chaise. Bon, ne le citez pas, mais Lévi-Strauss, il parle de choses très très simples,
la position de la main pendant la miction chez les hommes n'est pas du tout naturelle. C'est quelque chose qui est appris dès le plus jeune âge, qui singularise, qui peut singulariser une population d'une autre. Dans les études qu'il avait faites d'ethnologie, c'est assez curieux de voir arriver cette distinction-là. Alors, à tout moment, nous faisons usage de ce qu'il y a dans un certain environnement. Il faut savoir s'en servir d'une certaine manière. Alors, quelle maîtrise avons-nous à la fois des conditions matérielles et des conditions culturelles? C'est ça la maîtrise des usages par les usagers, la maîtrise des ressources et la maîtrise aussi du choix qui a été fait sur le plan culturel de ce que nous consommons au plan culturel. Un exemple, alors, pendant des siècles, l'ensemble d'usages dans lesquels étaient définies les conditions masculin-féminin, elles passaient pour naturelles. Bon, il n'était pas tout à fait, ce n'est pas la même partout, mais il était admis que c'était comme ça. Voilà. Et puis, petit à petit, on s'est aperçu que c'était pas si évident et que les femmes étaient aussi capables de certaines choses et qu'on pouvait maîtriser les naissances, partager les soins aux enfants. C'est un exemple qu'on peut donner. J'en donne un autre qui nous intéresse de près. Pendant des siècles, on a fait usage de l'argent. Les raisons d'en faire usage se sont imposées. Elles ont imposé des rapports sociaux et avec l'environnement. N'est pas tenable, c'est pas plus tenable que d'enfermer les femmes au gynécée comme faisaient les Grecs. Alors, on peut broder sur cette question de l'usage de l'argent. On peut refaire l'historique de l'argent. On peut voir l'environnement qui nous a créés, environnement sur un plan de la technique de l'argent, mais aussi la façon dont il a forgé nos mentalités. Là, il y a des études à faire et ce serait très intéressant que il y ait pas des séminaires, mais bon, que la population, que les personnes soient informées sur ces choses-là. Sous la forme toujours des trois questions qui sont celles de l'usologie, c'est-à-dire de quoi ça fait usage, dans quel environnement d'usage, de quoi d'autre ça peut faire usage, et dans quel autre environnement qui peut modifier l'usage. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus, si on parle d'usage, il ne s'agit plus de vérité en soi, il ne s'agit plus de dire comment les choses elles sont, mais comment elles se font. Ça, c'est le plus important. Attention, la notion d'usage, ce n'est pas une doctrine, l'usologie, ce n'est pas une doctrine, c'est ce que nous faisons tout naturellement tous les jours. On regarde de quoi il a fait usage dans son vêtement, etc. Nous voyons quel usager, comment il se situe par rapport à l'ensemble des usages existants et comment il peut évoluer, comment il risque d'évoluer pour une personne. Mais c'est également le cas pour les entreprises. De quoi tel produit fait-il usage, dans quel environnement d'usage, quelles petites modifications dans les entrants pour le fabriquer peuvent changer le produit, aller au-devant de son environnement et autres. C'est aussi l'usologie et l'attention aux usages. Elle peut s'appliquer non seulement aux choses matérielles, aux choses politiques, mais au concept eux-mêmes. Le concept d'homme, de femme, c'est des créations, ce sont des construction culturelle. Maintenant, cette idée est à peu près passée elle a passé la rampe et vous n'aurez pas de mal à la faire comprendre. Il reste qu'il y a toute une pédagogie à mener autour de ça et il me semble que la maîtrise de leurs usages par les usagers, ça passe par une maîtrise des conceptions en faire et des conceptions en être. À partir du moment où on dit de quelqu'un, de quelque chose, c'est, ça y est, on est dans la fatalité, c'est. Comment est-ce qu'on a fait pour le définir comme étant ceci ou étant cela?
c'est là que la discussion peut reprendre et que nous sommes tous égaux sous forme de l'observation. J'ai mené cette chose, vous pouvez le mener dans toutes les classes. J'ai fait, moi, à partir d'objets quotidiens, pour faire un verre, qu'est-ce qu'il faut, pour faire un tabouret, qu'est-ce qu'il faut. Il faut des menuisiers, du bois, tout ça, des machines, tout ça. Dans quel environnement? Dans un environnement où on est assis sur des chaises, où les chaises sont à 40 cm, les tables sont à 80 cm, on se fait face, c'est tout un environnement qui joue chez nous, mais qui n'a pas lieu dans les peuples, chez les peuples où on est assis, où on s'assied. Et il y a des formes de politesse, des usages là aussi, de tenir ses orteils d'une certaine façon, alors que nous surveillons surtout nos mains, ou notre visage, ou la tenue de notre... Voilà, ce sont des questions sur lesquelles on doit attirer l'attention des usagers. Alors, ce qui est important, c'est, avec cette notion d'usage, c'est de combattre, à travers le verbe être, les définitions, ils sont, et encore une fois, de ne pas traiter, de ne pas fabriquer des boucs émissaires. C'est important parce que si on veut véritablement faire une transition vers une autre société, c'est certainement pas en ayant une attitude accusatrice par rapport à ceux qui sont les maîtres de cette société actuelle qu'on y arrivera. On pourra peut-être les découper en rondelles, en deux ou plus, les mettre en prison et autres, ça n'arrangera rien. Et il faut intégrer à la fois la transition dans nos modes de pensée, au-delà de justement, de tout ce que la notion de profit a fait à modeler notre tête, comment dire, en finir avec la haine des autres. Nous faisons ce que nous faisons dans un certain environnement d'usage, etc., etc. Bon, j'arrête là. Tu parles souvent d'expérience, tu opposes expérience à entreprise. Non, c'est pas vrai. Je n'oppose pas entreprise à expérience. Mais l'idée que une entreprise menée dans une société sans profit monétaire peut prendre davantage que dans une société qui exige de faire des profits monétaires un caractère d'expérience. Aujourd'hui, on fait plein d'expériences sur notre dos, on nous vend des produits, et les expériences qu'on fait sont testées, jugées par leur retour sur investissement, par les profits monétaires qu'elles font, par la façon dont elles affermissent encore les oligarchies et autres choses comme autres joyeusetés comme celle-là. Il s'agit d'expériences, mais d'expériences qui sont menées dans des fins qui empêchent la liberté expérimentale. On ne peut pas les interrompre quand on veut, puisqu'on les lance justement sur une grande échelle pour qu'elles réussissent et qu'elles écrasent en quelque sorte. Là, vous voyez, ce sont des expériences, si on veut, mais qui ont le côté dérisoire des expériences, c'est-à-dire ça peut faire sauter la machine, les rapports humains, ça n'a aucune importance. Dans une société sans profit monétaire, nous contrôlons de A à Z nos expériences. Nous les contrôlons par les entrants, c'est-à-dire la façon dont nous gérons les ressources, nous contrôlons ces expériences au jour le jour, à tout moment, d'une manière continue, par l'informatisation des données, le retour sur, voilà, en temps réel ça. Et puis, à l'usage, on voit si ça valait la peine ou pas d'être mené. Il y a une notion à la fois de sérieux et de gratuité qui est introduite là-dedans. C'est-à-dire qu'on ne fait pas aujourd'hui les choses, on les fait en quelque sorte en vérité. Et il faut. Il n'y a pas moyen de faire autrement, c'est comme ça. C'est la fatalité. C'est la fatalité du verbe être qui s'oppose, encore une fois, au verbe faire. Bon, il ne s'agit pas de faire, il s'agit de, comment dire,
d'obéir à des fatalités qui sont en fait commandées par le système économique. Alors c'est là-dessus qu'il faut insister, sur le fait que les expériences qui seront menées dans une société sans profit, elles ne risquent pas, si elles foirent, de ruiner tout un bassin d'emploi. Si une expérience se trouve à peu près sur le même plan qu'une autre, elles peuvent entrer en concurrence, mais ce n'est pas fatal. Il peut y avoir des expériences multiples qui sont lancées. Dans la mesure où une économie sans profit permet de gérer les ressources au mieux, en calculant toujours les seuils de renouvelabilité, on ne craint pas, et je dirais c'est une société de création permanente. Alors là, il y a quelque chose aussi sur lequel je voudrais insister, c'est pas du tout... actuellement, on est en train de nous offrir comme alternative la croissance indéfinie ou alors la décroissance vertueuse où l'obligation de décroître est dictée par en haut parce et ça sera contrôlé forcément par les profits monétaires qu'il faudra en faire. Il ne s'agit plus de ça. Là, il s'agit d'une prospérité, le mot n'est pas plus tout à fait à la mode, mais une prospérité écologique, soit juste pour tout le monde, qui tout le monde y participe, et une prospérité qui donc soit sous surveillance permanente et, disons, qui respire la joie de vivre, au lieu qu'aujourd'hui, bon, il n'y a qu'à regarder les trognes que nous faisons un peu partout, c'est pas très joyeux. Est-il possible de passer très vite de la société actuelle à une société sans profit monétaire et sans monnaie? Là, vous touchez à un point sensible. Bon, j'écris un roman pour tâter, en quelque sorte, de ce genre de possibilités. Alors, je suis parti, pour découvrir le distributisme, je suis parti du revenu d'existence, qui est aujourd'hui dans l'air, tout le monde le réclame, et je pense que si les choses allaient, même dans le circuit actuel, en continuant un petit peu, dans 3 ou 4 ans, dans la prochaine mandature présidentielle, vous aurez le revenu d'existence. Vous l'aurez. Mais ce revenu d'existence, s'il est abondé sur les profits monétaires, il devra être suffisamment insuffisant pour que les gens aillent travailler. Il faudra aussi que les profits monétaires soient suffisants pour abonder les revenus dispensés par ce revenu d'existence. Et alors, est-ce qu'on est sûr que des emplois, il y en aura suffisamment pour compléter? Alors, ce revenu d'existence qui sera distribué va faire de l'économie souterraine. Bon, les gens vont apprendre, ce serait une excellente école pour se prendre en main et faire une économie à l'horizontale. Et comme il existe aujourd'hui, il y a 40%, c'est M. Frêche qui le disait, il était quand même bien de courant, et 40% d'économie souterraine. Bon, cette économie souterraine va se développer, et comme les rentrées de l'État seront insuffisantes, l'État lui-même sera amené à booster, à pousser la spéculation pour avoir quelques petits cadeaux de profits monétaires qui ne seront pas été absorbés dans les paradis fiscaux. Bon, la situation, très rapidement, elle sera intenable. Alors, dans mon idée, dans mon roman, j'avais prévu que, pour faire une date, les choses changeraient en 2036. Mais, à mon sens, avec ce qui se passe actuellement, les choses peuvent aller très vite, très vite. Mais pour ça, il faut que nous mettions bien au point la possibilité, la faisabilité d'une économie sans profit monétaire et sans monnaie. Tout le monde aujourd'hui est capable de comprendre que l'économie sans profit monétaire, c'est la féodalité, que elle ne fonctionne plus que par les systèmes de dettes, et que nous sommes condamnés avec cette... Alors, demain,
Depuis le bref demain, tout le monde le dit, demain c'est la crise, etc. Alors, à côté de ça, vous avez des gens qui vont vous dire ne pas croire, ne pas vendre la peau de l'ours. L'ours n'est toujours pas mort, et ça fait des siècles, un siècle et demi qu'on annonce sa mort, et il est toujours vivant. Mais là, on est vraiment dans une situation où ça explose. Nous sommes actuellement dans la même situation que les avions après la guerre, et ils avaient atteint des vitesses de croisière considérables, il y avait tout ce qu'il fallait pour faire la vitesse, mais on n'avait pas prévu qu'il y aurait le mur du son. Aujourd'hui, la société des profits monétaires, la société d'argent, on est en train de se cogner contre elle, on est en train d'exploser. C'est dans les 6 mois qu'on peut faire une société qui abolit les profits monétaires. Et tout ça, 6 mois qu'on peut le faire directement sans de passer tout de suite à l'abolition de l'argent. Il faut faire très attention, parce que si vous faites une société distributiste du premier cas, c'est-à-dire avec abolition des profits monétaires, mais avec une monnaie qui permet pendant un certain temps de laisser aux gens l'habitude de voir comment ils dépensent leurs revenus. Vous risquez du même coup, premièrement, d'avoir des hiérarchies qui se réinstaurent, et de ce fait, avoir à nouveau des classes riches et des classes pauvres. Si, dans les conditions actuelles, vous acceptez de faire passer les décisions aux voix avec des partis et autres, vous allez droit vers le soviétisme. J'ai renoncé, dans Prosper, nous avons renoncé très très vite à la première solution du distributisme historique, nous disons, sans profit monétaire, mais avec monnaie. Il faut retenir cette leçon et passer tout de suite à la deuxième, autrement on en prend pour 70 ans, comme dans l'Union soviétique, où il devait avoir le socialisme, ce serait demain, et il a fallu que ça s'écroule, et ils ont été massacrés. Enfin, bref, je n'ai pas besoin de vous faire le dessin. Je crois que demain, nous pouvons nous réunir, avoir la vigueur, la force qu'ont eu les gens en 89, ils ont tous été dans la rue pour l'abolition de la féodalité, l'abolition de l'argent. Il n'y a pas d'autre issue et on peut le faire maintenant, et autrement, ça sera après la crise, elle va passer, et vous avez là ce que j'avais imaginé, c'est-à-dire le revenu d'existence, etc., etc. On en prendra pour... Bon, il faut le faire tout de suite, le plus vite possible, y penser. Alors c'est ça qu'il faut, là-dessus qu'il faut se fédérer, c'est là-dessus qu'il faut réunir le plus de personnes possible pour convaincre, faire des réseaux pour convaincre partout, dans toutes les langues, parce que c'est une affaire qui concerne toute l'humanité et la planète. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, pas rêver de faire de la décroissance avec de la morale, avec moi je consomme moins que toi, et des choses comme ça, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait un système, une façon de procéder qui nous rende mutuellement responsables, et non pas les uns qui sont des aristocrates de la décroissance, pendant que les autres seront des petits salauds qui continuent de consommer du poulet machin et du poulet chose. Voilà, excusez-moi, j'arrête là.